Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Alors aujourd'hui, je vais changer votre vie. Voyez la suite. Alors ceci a été enregistré, vous allez donc recevoir un petit cours que nous donnons dans notre temple. Je vais le faire rapidement pour vous avec des dessins, j'espère qu'ils seront assez lisibles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est déjà fait, de liker dans un sens ou dans l'autre, ou de disliker, et de faire des commentaires parce que cela nous permet d'être mieux référencés sur YouTube. L'enseignement que je vais vous donner maintenant, il n'est jamais donné. Il est absolument révolutionnaire puisqu'il va vous expliquer comment fonctionne une société traditionnelle et quelle est la place des individus, des sujets dans cette société traditionnelle, et comment fonctionne le système moderne d'exploitation et d'illusion par lequel les individus sont mis en avant pour pouvoir les voler, les déposséder de leur conscience, les exploiter et en réduire le nombre à ce que les gens de l'élite veulent. À très bientôt. Lisez la suite, regardez-la bien et je vous assure que la plupart de mes élèves, ou même la quasi-totalité de mes élèves, cet enseignement a changé leur vie. À très bientôt. À la suite. Alors, comment présenter les choses le plus efficacement possible? Alors, nous avons rappelé que la société traditionnelle, en fait, c'est une pyramide, comme ceci. Voilà. Dans cette société traditionnelle, il y a donc la base de la pyramide, qui est ici. Et la base de cette pyramide, c'est donc un carré. Donc nous avons un carré avec un centre. Ce centre ici est la base de la pyramide, donc à l'intérieur de la pyramide. Hein, voilà. Ce centre ici à l'intérieur de la pyramide, il communique avec le sommet. Et ce sommet va permettre de communiquer avec le ciel. Ok? Donc on a ici le centre à la base de la pyramide. On va donc avoir 4 castes qui sont parfaitement égales et qui ont les mêmes conditions matérielles de vie, mais elles vont chacune, tout simplement, avoir ce qu'il convient pour chacun des métiers qu'ils vont exercer en tant que sédentaires, conformément aux 4 natures psychiques. Donc on a les oratores, donc c'est le clergé, les gens qui vont prier, les gens qui vont enseigner et les gens qui vont soigner. Il y a les bellatores. Ce sont les personnes qui vont combattre, qui vont administrer. Il y a les laboratores, donc les producteurs. Les producteurs, ce sont les personnes qui vont produire des biens, faire du commerce, etc. Et puis, il y a les serviles, donc les personnes qui vont réaliser des services au bénéfice des autres. Comment fonctionne ce système? Eh bien, tout simplement, c'est un système qui amène tout le monde vers le centre. Ce centre où sont présents les institutions, les Romains l'appellent le forum, ou l'agora pour les Grecs. Nous avons un axe nord-sud et un axe est-ouest, qui est donc le cardo et le decumanus chez les Romains et dans la civilisation du Moyen-Âge, puisque toutes les villes sont des cercles, avec au centre, par exemple la ville de Bagdad, avec au centre ce carré qui permet la vie collective, avec au centre la place où cycliquement va se manifester l'empereur. Cette cité, elle peut être projetée dans l'empire, c'était dans le cas en Chine, où on va trouver 9 provinces qui sont tout autour. Donc on a le chiffre de base donc qui est le chiffre 4 et on a les 9 provinces de l'empire. Ici, on a donc la société parfaite de sédentaires. À son sommet, au sommet de cette société de sédentaires, il y a l'empereur. Comment est-ce que... Et l'empereur est bien sûr lié au ciel, puisqu'on l'appelle en Chine, par exemple, le fils du ciel. Comment est-ce que fonctionne cette société? Eh bien, elle fonctionne comme une pyramide, donc à 4 cases à sa base, et ensuite elle va avoir 3 niveaux. Ces 3 niveaux, on les retrouve dans la franc-maçonnerie, ce sont les apprentis, les compagnons et les maîtres. Pour chacune des castes, pour les producteurs, donc apprentis, compagnons, maîtres, mais ça existe aussi chez les combattants, où on va avoir le soldat de base, on va avoir le page
et le chevalier. Ça existe chez les servilès, on va avoir 3 niveaux de servitude. Et ça existe donc chez les oratores, dans le clergé, où on va avoir donc un clergé séculier, qui est à la base, qui est en rapport avec la société. On a un clergé intermédiaire et on a en haut un clergé de régulier, c'est-à-dire des gens qui sont dans des lieux totalement fermés et qui vivent selon la règle. Ça, c'est la société de sédentaire. C'est une société synarchique, c'est-à-dire une société où tout le monde converge vers le centre et va vers l'extérieur pour chercher des ressources et ramène ces ressources donc au centre. Donc on a un phénomène d'intériorisation vers le centre de la société, un phénomène de fixation à l'intérieur de la société, donc un mouvement qui va vers le centre, un mouvement centrifuge. Ok ? Voyons maintenant pour la société de nomades. Donc laissons de côté la société de sédentaires, on y reviendra. La société de nomades, elle a en son centre un sédentaire. On a un sédentaire donc qui est ici au centre de la société. Ok ? Ce sédentaire, il va être entouré par 12 clans. Voilà le sédentaire, le chaman, qui est l'équivalent de l'empereur. Tout comme on a l'empereur, le roi philosophe chez les sédentaires, on a donc le sédentaire chez les nomades qui va donc lui être en relation avec 12 clans qui correspondent à 12 tendances psychiques qui vont constituer les 12 tribus de nomades. Ces 12 tribus de nomades, elles se retrouvent régulièrement dans un centre commun, ces 12 clans dans un centre commun qui a un lien fixe où habite le chaman qui lui ne se déplace pas avec les nomades. Il est dans le lieu de pouvoir, le lieu important pour cette société. C'est là la différence avec la société de sédentaires où l'empereur qui est un nomade va circuler à l'intérieur des 9 provinces et revenir seulement en son centre, par exemple en Chine au mois d'octobre où l'empereur revenait au centre pour s'intérioriser. Ça existait aussi chez les Babyloniens, chez les Sumériens et chez les Médo-Perses et chez les Égyptiens et toutes les civilisations antiques dont voici le fonctionnement de base. Chez les nomades, en fait, nos nomades, ils ont un point fixe qui est ici. Et nos 12 tribus, nos 12 clans à l'intérieur de la tribu, donc soit 12 tribus, comme les 12 tribus d'Israël, soit 12 clans à l'intérieur d'une même tribu, vont se retrouver dans leur centre sacré, qui généralement est représenté par un cube. Alors c'était le cas de la Mecque avant l'islam, où il y avait donc un cube, et les tribus de nomades se retrouvaient dans ce centre sacré, ce centre caravanier, pour célébrer donc le roi du monde, c'est-à-dire celui qui est propriétaire de ce monde et non pas le prince de ce monde. Je dis bien le roi du monde. Le système des sédentaires, c'est un système de corporation. Donc il y a 4 castes, 4 corps, avec un fonctionnement intermédiaire de représentation vis-à-vis de l'empereur. Donc l'empereur s'adresse au maître, par exemple. Le maître va s'adresser au compagnon. Le compagnon va s'adresser à l'apprenti. Et cette société donc communique de l'extérieur vers l'intérieur, puis elle s'élève à l'intérieur de la pyramide sociale. La société de sédentaires, c'est différent. On a les nomades qui sont ici, tout autour, et qui vont amener des présents dans le centre, qui sert donc de dépôt spirituel. Ça, c'est le fonctionnement matériel. D'un point de vue spirituel, ça va être l'opposé. Les influences spirituelles vont être émises du centre vers la périphérie. Comment fonctionne ce système de nomades? Eh bien, tout comme on a vu que le système des sédentaires était un système corporatif, un système synarchique de corporation, on a ici un système d'élection. Comment fonctionne le système électif? Tout simplement, nous avons à la base l'individu. Le nomade est un individu, il est individualiste. À tout instant, il peut quitter pour aller dans une autre tribu ou il peut quitter pour aller dans un autre clan. Lui se définit en tant qu'individu, alors que le sédentaire, qui lui est à la base de la pyramide, va se définir comme un sujet. Donc on a un sujet et un individu. Le sujet
qui est ici en bas de la pyramide, il est fixe, il est fixé, il est sédentaire. L'individu nomade, il va lui pérégriner. Donc les nomades pérégrinent en carré. Ils vont se promener dans leur espace et la 5e saison, par exemple en Amérique du Nord, l'été des Indiens, ils vont revenir au centre afin de voir la manifestation de l'influence spirituelle. Cette société, elle est basée sur l'individu qui est le point vers lequel il va converger vers les 12 tribus. Ok? Ce système, on appelle ça l'élection, c'est-à-dire la base qui est ici va élire son chef de clan et le chef de clan va élire le chef de la tribu générale. Ok? Donc on a ici un système d'élection alors que dans le système des nomades, des sédentaires, pardon, on était dans un système corporatif. À la fin du XIIIe siècle, au XIVe siècle, en Europe, on fonctionnait sur ce schéma qui est le schéma traditionnel des sédentaires. Ce qui s'est passé à partir de la Renaissance, c'est qu'on a introduit ce schéma qui est le schéma du nomadisme. En particulier, la tribu de Dan, qui a voulu remplacer l'oligarchie territoriale par une oligarchie marchande, une oligarchie financière, a introduit le système du nomadisme avec des complices. Donc c'est par exemple les juifs usuriers et ces tribus de Khazars. Ils ont posé comme base de la société non plus le sujet du roi, mais l'individu, et on est rentré dans un système électif qui va réaliser une sorte de aspiration des biens. Cette aspiration, elle fonctionne de la façon suivante. On a l'individu qui fournit des biens au sommet, à l'élite des 12, et cette élite des 12 qui est en haut, avec le 13e au centre, va fournir du divertissement, des danses, des chants. Donc on a à la base l'individu qui fournit son aide matérielle, et en échange, les clans vont animer des chants et des danses qui permettent à l'individu de s'intégrer dans le système clanique. Or, le monde moderne, il fonctionne exactement sur cette structure. Donc, on va en venir maintenant. J'espère que vous voyez bien la différence entre une société de sédentaires et une société de nomades. Je vais vous expliquer comment on y est arrivé en Europe. Au XIIIe siècle, la société européenne est une société sur le modèle traditionnel, hyper traditionnel et commun à toutes les sociétés, de la sédentarité. Ce système, il est abandonné à partir de la fin du XIIIe siècle, qui est le plus beau siècle, l'âge d'or du Moyen-Âge. Au XIVe siècle, on a les grandes épidémies qui sont apportées par les marchands. On en a accusé les Juifs, notamment, d'avoir introduit toutes les grandes épidémies de peste en Europe. On a jusqu'à 90% de la population urbaine qui disparaît en Europe. Les 2/3 de la population urbaine disparaît et rentre un autre système qui va aller de plus en plus vers le nomadisme. C'est le cas au XVe siècle, où on a des grandes pestes, une déstructuration totale de la société. Au XVe siècle commence, sous l'influence des Khazars du Portugal, le processus de colonisation, donc il y a une nomadisation de la population européenne. Au XVIe siècle, on a la réforme protestante, donc il va détruire le catholicisme qui prône la sédentarité pour le protestantisme qui est tout au service de l'oligarchie marchande. Au XVIIe siècle, on a le siècle classique où on retrouve les antiquités gréco-latines et tous les mythes du nomadisme, notamment du nomadisme gréco-latin qui avait été intégré à leur civilisation et aussi le nomadisme occidental, donc tous les anciens mythes celtiques qui reviennent. Au XVIIIe siècle, on a le siècle des Lumières, c'est un siècle qui est basé sur la rationalité cartésienne du XVIIe siècle et puis aussi donc une analyse totalement matérialiste, totalement individualiste, donc on est revenu au système du nomadisme, l'individu, une société totalement matérialiste qui aspire les biens vers le haut et qui redistribue du divertissement. Au XVIIIe siècle, c'est cette société qui s'impose. Au XIXe siècle, le matérialisme triomphe avec la révolution industrielle. Les religions commencent à être détruites. Le clergé est dépossédé, notamment à la Révolution française. Tout au long du XIXe siècle, on voit que les biens des religieux sont confisqués pour les donner au peuple et en particulier à l'oligarchie marchande. Le peuple reçoit les miettes, l'oligarchie marchande se sert.
Au XXe siècle, on est rentré dans un système qui est tout à fait différent, qui est un système complètement de nomadisme, hein, un système électif avec les trois grands courants démocratiques. Donc le bolchevisme, le marxisme qui est un internationalisme, le nationalisme, donc le nationalisme allemand par exemple, le fascisme, le nazisme et le supranationalisme du sionisme qui aboutira au XXIe siècle au triomphe total du nomadisme partout sur la planète, une société de nomades où le nouvel ordre mondial ne nous permettra pas de rester plus de 7 ans à un endroit et nous fera évoluer à travers sa méga structure de 12 grandes villes, en particulier au Moyen-Orient. Entièrement avec le système donc de l'individu à la base, avec au sommet les 12 tribus des illuminés, les 12 grandes familles d'illuminés, donc les Astors, les Rothschild, etc. Et en leur centre, la tribu de Dan qui devrait donner naissance à l'Antéchrist. Ce système, il permet à toutes les ressources de partir de l'individu à la base vers le sommet. Donc on a Rothschild par exemple au sommet qui a 500 000 milliards de fortune, tandis que les individus sont de plus en plus dépossédés. Donc plus on va dans le nomadisme, plus le nouvel ordre mondial s'installe et plus on voit l'individu se déposséder pour cette élite des 13. En échange, cette élite des 13 donne du divertissement, c'est-à-dire la télévision, les médias, les attentats sous fausse bannière et tout ce qu'on nous sert, toute la soupe qui nous sont servies par les médias et qui sont les grands amuseurs publics du système. Maintenant, voyons comment ce système fonctionne effectivement. Eh bien, au sommet, nous avons donc cette famille des 13 grands illuminés, la tribu de Dan et les 12 oiseaux qui sont là, qui forment un cône vers le haut. Donc la tribu de Dan et les 12 tribus qui la servent sont les auteurs d'une conjuration, le premier co. Ensuite, sous eux est placé les politiques. Ces politiques qui sont placés sous eux sont tenus par la corruption et ce sont eux qui sont en charge des lois, c'est-à-dire du système législatif. Sous les politiques, nous allons avoir les professionnels de tous les métiers. Les professionnels de tous les métiers. Et ces professionnels, donc, vont être chargés de l'exécutif. Donc, c'est eux le bras armé, l'exécutif. Donc, cet exécutif, il va être chargé d'imposer la médecine, les professionnels, l'armée de professionnels qui va être servir à aller attaquer les autres, la police qui permet de maintenir, de professionnels qui permet de maintenir la population sous contrôle et qui sont donc les collaborateurs du système. Donc on a la conjuration, la corruption des politiques avec la loi et la collaboration des professionnels qui sont chargés d'exécuter les lois. À la base, nous allons trouver les gens, les individus, hein, les individus. Cet individu de base de la société moderne, cet individu de base, les individus de base de la société moderne, eux, ils sont considérés comme le pouvoir législatif, pardon, le pouvoir judiciaire, excusez-moi, le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que c'est eux qui vont juger la société. On demande à l'individu de juger les professionnels de leurs valeurs, on demande de juger les politiques par l'élection, et on lui demande de juger l'élite en fonction de ce que cette élite de conjurer lui donne comme divertissement. On a ici un système qui est le consentement passif. Ce système, il est alimenté par l'argent des individus. Donc les individus sont de plus en plus dépossédés en faveur de l'élite. Je rappelle 500 000 milliards de dollars rien que pour la famille Rothschild. Et en échange, l'élite lui donne du divertissement politique, du divertissement des professionnels, c'est-à-dire on n'est plus capable de gérer sa santé, c'est un professionnel de la santé qui va nous divertir de notre propre capacité à nous soigner, qui détient le bien, qui est la sagesse, la connaissance. Pareil, les professeurs, ce sont des professionnels de l'enseignement, on n'est plus capable de s'enseigner tout seul, hein, on est obligé d'être enseigné par eux, et ainsi de suite. Et en bas, l'individu finance tout le système en échange du divertissement. Donc on est dans
les conjurés, les corrompus et les collaborateurs sont là pour divertir les individus en leur disant que c'est eux les souverains, le peuple souverain, et c'est eux qui tiennent le pouvoir judiciaire par deux biais. Les cours d'assises, où donc ce sont des citoyens qui vont juger les autres citoyens, et pas seulement les professionnels de la justice et les députés, mais on va faire croire au peuple que c'est lui qui est le juge suprême en matière criminelle notamment, puisqu'on laisse les crimes, c'est un système qui laisse les crimes à la charge de l'individu. C'est l'individu qui est responsable de tous les crimes de la pyramide au-dessus de lui. Donc cet individu qui alimente le système, il est diverti, on lui fait croire que c'est lui qui a le pouvoir judiciaire, le pouvoir de sanction par deuxième instrument de contrôle, le suffrage universel. Donc l'individu moderne qui est dans le nomadisme, on lui fait croire qu'il a un double pouvoir judiciaire dans le système avec les cours d'assises et un pouvoir judiciaire général en jugeant de la valeur par les élections et par son porte-monnaie des professionnels et des politiques. Par contre, on ne lui dit jamais qu'il n'a aucun pouvoir économique. Tout le pouvoir économique appartient aux 13 familles au sommet qui, grâce à leur pouvoir économique, vont imposer les lois, vont faire exécuter ces lois par les professionnels et vont juger de la valeur des individus dans la société. Et en échange, on illusionne l'individu, le citoyen, en lui faisant croire que c'est lui qui est à la base, que c'est lui qui a la souveraineté et que c'est lui qui est important. Voilà comment fonctionne tout le monde moderne, qui est un monde de nomades, donc qui fonctionne par l'aspiration des biens de l'individu et son divertissement, par ce système, aspiration des biens de l'individu vers l'élite des 13, et divertissement, où on fait croire au peuple qu'il est souverain, on lui sert des guerres, etc. Voici le processus historique depuis le XIIIe siècle, comment il s'est imposé en Europe et dans le monde entier. Voilà la base de la structure clanique, donc un lieu secret, un lieu caché, qui est donc Buckingham Palace, pour l'élite mondialiste, qui est le centre de la famille de Dan, la famille royale d'Angleterre. Et autour, on va voir les 12 grandes familles d'Illuminati qui asphyxient le monde moderne en pillant toutes les ressources et en rejetant la faute sur l'individu. Ici, c'est la société traditionnelle de sédentaires, la société synarchique, où on voit qu'au contraire, tout est recentré sur la corporation, sur l'intérêt général, sur le partage équitable des biens et un rapport harmonieux de l'empereur avec la nature. Ce qui n'est pas le cas dans le système moderne, où l'élite, Dan, a un rapport particulièrement pervers avec la nature. Toute la pollution moderne a été créée par ce groupe de 13. On trouve des pétroliers, des banquiers, des industriels. C'est eux qui ont créé le monde moderne avec tous ces désordres climatiques, tous ces désordres en matière de démographie, en matière de pollution, d'environnement, et leur responsabilité, mais ils en accusent l'individu dont qu'ils veulent rendre responsable par un ensemble de taxes. Et pour lui faire croire et continuer à le ponctionner, on lui fait du divertissement. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans la révolte des Gilets jaunes en France en 2018 ? Il y a des personnes ici à la base qui ont dit « Nous, on ne juge de rien. On n'arrête pas de se faire ponctionner par les professionnels de la profession, on n'arrête pas de se faire divertir par les médias, trahir par nos politiques, et en haut, il y a des gens qui se goinfrent, et on aimerait bien savoir qui c'est. Et on en a marre de votre divertissement, et on ne passera plus ni par les professionnels, c'est-à-dire par les syndicats, ni par nos politiques, on va aller directement dans la rue, et on va revendiquer. Ce qu'il fallait faire, je vous l'expliquais dans ma comédie sur la révolution des Gilets bleus. Hélas, ce n'est absolument pas ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Ils n'avaient pas de programme politique, ils avaient un ressenti par rapport à la situation où ils étaient. Ils sentaient bien que ce régime d'exploitation et de suffocation du peuple arrive à sa fin. Mais, comme ils n'avaient pas à leur sommet de Gilets bleus pour leur indiquer comment fonctionne le système et comment on peut le remplacer par un autre système, eh bien, tout simplement, cette révolution des Gilets jaunes est demeurée une page blanche. Alors tout n'est pas perdu, puisque c'est l'humanité qui, à l'avenir, écrira une nouvelle page blanche de son histoire, mais elle devra se faire sans l'élite corrompue de nomades qui détient, possède,
asphyxie, détruit le monde moderne en mettant l'individu au centre de son dispositif. La grande révolution des Gilets jaunes, c'est d'avoir permis aux Français de comprendre qu'ils étaient une collectivité et non pas un ensemble d'individus, ce qui signifie que le glas du système a sonné. Au fur et à mesure que le pouvoir des Gilets jaunes va se faire à la base, il va remonter vers le sommet, de caste en caste, d'étage en étage vers le sommet de la pyramide. Comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, nous allons le voir. Il est parti de sa page blanche. Il va cesser d'alimenter, donc ne plus acheter dans les multinationales, et cesser de croire dans le divertissement. Plus d'achat pour ce qui enrichit la bande des 13, et ne plus croire dans le divertissement. C'est déjà un progrès. Comprendre le processus. Nous ne voulons pas de ce nomadisme du nouvel ordre mondial. Nous rejetons les idéologies criminelles, le nationalisme, l'internationalisme et le supranationalisme. Nous rejetons la révolution industrielle, nous voulons consommer local. Nous rejetons l'idéologie des Lumières et la franc-maçonnerie illuminatiste qui en est née. Nous rejetons le cartésianisme. Nous n'avons que faire de notre héritage gréco-latin. Nous pouvons inventer notre futur. Certes, nous allons passer par des épidémies. Certes, nous allons devoir faire un retour sur les terres qui sont les nôtres, mais nous retrouverons cet âge d'or qui était celui de la France du XIIIe siècle, qu'on appelle le beau siècle, et qui fonctionnait encore sur ce système. Il n'était pas parfait puisque c'était une oligarchie terrienne, ce n'était pas une synarchie intégrale, il y avait des inégalités sociales, mais l'essentiel est de comprendre comment fonctionne ce système et comment fonctionne le système moderne à 4 côts, la conjuration de la bande des 13 autour de Dan, dont viendra l'Antéchrist, les corrompus politiques qui nous imposent leurs lois, les collaborateurs professionnels qui les exécutent, et le peuple qui croit encore que c'est lui qui est juge de la situation en tant qu'individu. Tout ça, on peut le déchirer et revenir à ce que nous sommes, une collectivité de sédentaires. Voilà, c'était Pascal Tréfingui. J'espère que ces explications vous auront plu. Généralement, lorsqu'on enseigne, on donne cet enseignement dans le temple, on le fait rapidement, en 2 heures, en donnant des exemples historiques. Les gens comprennent tout à fait la situation dans laquelle nous sommes collectivement et on comprend mieux notre situation individuelle, la place qui est la nôtre. On cesse de se considérer comme des individus et on fait un retour vers ce que nous sommes, c'est-à-dire une collectivité. Pour retourner vers notre collectivité, pour retrouver notre civilisation, nous n'avons pas d'autre choix que nous occuper des gens qui sont là. Donc voici leur mec à eux, c'est Big Ben, c'est leur cube à eux, leur mec à eux. À partir duquel tout est organisé. Il s'agit donc du Parlement de Londres qui est noyauté par les loges orangistes et qui est au service de la famille de Dan, de la famille d'Angleterre et qui a réalisé ce grand système d'exploitation mondiale qui va vers le nouvel ordre mondial qui entend fixer le nombre d'individus qui sont utiles aux 13 bandits. Libre à nous de détruire ce système en commençant par la famille royale d'Angleterre qui est la clé de voûte du dispositif. Une fois que la famille royale d'Angleterre sera partie, tout ce système s'effondrera intégralement puisqu'il en est la clé à cause de la civilisation irrégulière que constitue la civilisation anglo-saxonne et ses complices. Maintenant, une petite grossièreté à l'attention de la famille royale d'Angleterre. Azincourt, il te dit merde et il t'emmerde.